Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présents pour cette soirée. Et puis à mon tour de remercier tout particulièrement les archives départementales de l'Aude à la fois pour leur invitation, toute l'organisation de cette soirée et tout le travail qui l'a accompagné. Donc merci à sa directrice et merci tout particulièrement à Anne-Claude Brelot qui a été mon interlocutrice pour la préparation de cette soirée. Et je dois dire que c'est tout particulièrement agréable de présenter son travail dans un centre d'archives comme ici, parce que c'est aussi une forme de retour dans un... Alors, je n'ai pas spécifiquement travaillé ici, parce que c'est la première fois que je viens ici, mais de revenir aussi dans un centre d'archives, c'est l'occasion de revenir là où on passe beaucoup de temps à travailler, mais là où on n'est pas forcément habitué à présenter sa recherche. Donc, c'est une forme de boucle qui est bouclée, si je puis dire. Donc, homosexuel, 11... caractère en lettres capitales avec une jolie typographie d'époque. Ce dossier que vous avez sous les yeux, c'est un dossier qui est aujourd'hui conservé aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Et c'est un dossier qui fait partie des archives de la Direction générale de la Sûreté nationale, un des services du ministère de l'Intérieur. Et ce dossier-là date des années 1930. Ce dossier, que contient-il? C'est un dossier épais, hein, la photo permet d'en avoir une petite idée. Que contient-il ce dossier? Il contient des rapports nombreux, en série, tapés à la machine à écrire, comme celui que vous pouvez voir à l'écran. Celui-ci est d'avril 1939. Il relate, c'est écrit dans la partie supérieure du document, je cite, l'action exercée par les services de police pendant le mois de mars écoulé dans la recherche et l'identification des homosexuels civils et militaires. On y apprend notamment qu'un certain René Corbière, 29 ans, et son ami Henri Strata, 25 ans, sont tous les deux des invertis, c'est le mot utilisé par la police, c'est le mot aussi utilisé en ce début du XXe siècle pour désigner parfois les homosexuels. Ils arpentent, nous dit les services de police, l'avenue Vauban, fréquentée par les homosexuels de la ville de Toulon, et c'est là qu'ils ont été aperçus, je cite encore le rapport, par les inspecteurs chargés de la surveillance et de l'identification des homosexuels. Il y a donc, à Toulon, dans ces années 1930, des inspecteurs chargés de la surveillance et de l'identification des homosexuels, inspecteurs qui conduisent à la rédaction de ces rapports mensuels, puisque je l'ai dit, ce rapport relate l'action du mois de mars écoulé, donc il y a un rapport par mois. Le dénommé Corbière, René Corbière, 29 ans, a été arrêté et interrogé, et la police dit encore qu'il n'a nullement caché ses pratiques. Le rapport ne s'arrête pas là et parle ensuite d'un certain Albert Alauzin, je cite, homosexuel actif impénitent. On pourrait s'arrêter sur un autre feuillet, un peu au hasard. Celui-ci date de quelques mois plus tôt, de septembre 1938. Cette fois-ci, la police de Toulon a identifié Roger Muller, 38 ans, qui lui est un Parisien de passage à Toulon, qui fréquente les urinoirs, donc les toilettes publiques de la ville, et qui a été lui aussi arrêté par la police. Roger Muller s'est dit, je cite ce rapport, homosexuel passif depuis son plus jeune âge, et il a déclaré rechercher à Toulon des compagnons de vice. Donc je suis, comme vous le savez, un maître de conférence, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire d'ailleurs que je suis payé par l'État pour mener mes recherches, ce qui est un privilège. Et des archives comme celle-ci, j'en ai parcouru beaucoup, des dizaines et des dizaines. Ce sont des documents banals, finalement ordinaires, qui constituent les traces de l'histoire de la répression, elle aussi banale et ordinaire, de l'homosexualité. Et elle nous fait rencontrer cette histoire des individus aussi banals et ordinaires, dont parfois on ne sait pas grand-chose, voire parfois dont on ne sait rien, si ce n'est ce que la police dit d'eux et ces traces que la police a gardées dans des documents conservés en différents centres d'archives, comme ici.
D'ailleurs, en amont, vous le savez, en amont de cette conférence, les équipes des archives départementales de l'Aude ont effectué une recherche dans les fonds conservés ici et ont trouvé des documents similaires qui sont en ce moment exposés dans le hall et sur lesquels on pourra peut-être revenir dans la discussion ou lors des questions après mon intervention. Un autre exemple, toujours conservé aux archives nationales, toujours à Pierrefitte-sur-Seine, toujours dans les années 1930, ce dossier sur les établissements publics fréquentés à la fois par des marins communistes, donc des marins communistes qui constituent une source d'inquiétude pour la police, qui les surveille, et aussi par des marins homosexuels, autre source d'inquiétude, en particulier dans les villes de Brest et de Toulon, qui ne sont pas des villes choisies au hasard par la Direction générale de la Sûreté nationale, puisque Brest et Toulon sont des ports militaires, que nous sommes dans les années 1930, dans les années donc, qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, et que l'homosexualité est alors considérée comme un danger pour l'armée, un danger pour l'intégrité et la défense nationale, et plus fondamentalement, un danger pour la France. Ce dossier, lui aussi volumineux, comme vous pouvez le voir, contient des rapports de police des années 1930, vous en avez un sous les yeux, un rapport qui fait état de la situation de l'homosexualité à Toulon, mais aussi des documents plus rares et très beaux, qui sont des photos. À la fois des photographies prises par la police elle-même, ce sont la série des deux photographies en haut, la photo de face et la photo de profil, qui sont typiques des techniques d'identification et de photographie policière, avec par ailleurs le nom de l'individu photographié dessus, et un numéro, et ce numéro aussi est extrêmement important, parce que ce numéro renvoie à un système de fichage interne de la police, et donc d'avoir ce numéro ici, 3941, voilà, nous renseigne aussi sur les méthodes utilisées par la police. Et puis on a des photos qui ont été confisquées aux personnes surveillées et arrêtées par la police. C'est le cas des deux photographies en bas, parce que la personne photographiée est une artiste de cabaret, et la police, à la recherche de preuves, à la recherche d'éléments pour nourrir son fichage, confisque les photos. Ces photos sont rares et sont d'autant plus intéressantes qu'on a un premier problème quand on travaille sur l'histoire de la répression de l'homosexualité, c'est qu'au fond, on a toujours le point de vue de la police. On a quasiment exclusivement le point de vue de la police, c'est-à-dire comment la police perçoit des individus marginalisés par ces rapports que j'ai précédemment cités, mais on n'a jamais, quasiment jamais, le point de vue des personnes elles-mêmes. Et que donc, ce qui nous reste, ces traces qui nous restent, sont médiées par la manière dont la police, dont le pouvoir a saisi ces individus. Et ces photos, qui n'ont pas été prises par la police, mais par les individus eux-mêmes, ou par des personnes qu'il ou elle avait sollicitées, sont les rares traces qui ne passent pas par le regard de la police. De même que parfois, alors j'ai pas mis d'image ici, la police a saisi quelques correspondances, des lettres que les individus se sont échangées, et qui nous font saisir aussi ces existences, sans passer par le regard de la police. Encore voilà, d'autres photos où on retrouve à la fois des artistes de cabaret ou des photos de la vie ordinaire, voire une photo de couple avec à nouveau ces inscriptions sur les documents. Alors je pourrais passer des heures, même si on n'a qu'une heure environ ensemble, à commenter des archives, celles que j'ai consultées à Pierrefitte-sur-Seine, celle que j'ai consultée à Draguignan, aux archives départementales du Var, où se trouvent les archives de la police toulonnaise, celle que j'ai consultée à Nantes, par exemple, celle-ci, un rapport de police de 1924 du commissariat central de police de Nantes sur les homosexuels dans la ville de Nantes, ou encore ces archives de la police de Dijon. Cette fois-ci, on est en 1926, avec d'ailleurs un échange de lettres avec la police de Toul, à gauche, avec la correspondance. Et puis à droite, un document aussi qui est plus rare, en tout cas j'en ai pas trouvé dans d'autres archives, ce sont des fiches de police, des fiches d'hôtel, confisquées par la police pour identifier des homosexuels ou des individus
supposément homosexuel, hein, puisque vous le savez, encore aujourd'hui, on doit s'enregistrer dans un hôtel, laisser ses coordonnées, et donc la police a saisi ces fiches d'hôtel pour nourrir ces fichiers. Je pourrais vous en montrer des dizaines et des dizaines de documents comme ça, ce serait passionnant et en même temps ce serait peut-être un peu répétitif, tant ce sont les mêmes logiques que l'on retrouve un peu partout dans tous les services de police de France. D'ailleurs, c'est quelque chose de frappant quand, comme moi, on consulte beaucoup de documents, l'enthousiasme des débuts, la surprise des débuts peut parfois céder la place à une forme de lassitude quand on a l'impression de voir et de revoir les mêmes choses, seulement les dates, les lieux ou les noms qui changent, et puis parfois cette lassitude disparaît soudainement parce qu'on tombe sur un document rare, inédit ou incroyable. Et en même temps, cette lassitude, cette répétition sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent le caractère structurel, le caractère systémique de cette répression policière, de cette surveillance policière, en montrant à quel point ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas une seule fois dans une ville, mais ce sont des démarches, des surveillances, des rapports de police similaires qu'on retrouve en différents points de la France. Donc vous le savez, je suis là pour vous parler de ce livre publié il y a maintenant un peu plus d'un an, Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité, donc publié aux éditions textuelles, un livre qui est à la fois un livre d'intervention, au sens que je voulais réagir à une actualité politique, un débat parlementaire, et un livre qui est un livre d'histoire, qui propose une histoire de la répression de l'homosexualité en France, et un livre aussi qui propose une réflexion sur les politiques de réparation, qui s'interroge sur ce que cela signifie aujourd'hui d'adopter une loi de réparation. Le point de départ de ce livre, c'est une proposition de loi qui a été déposée en août 2022 au Sénat par un sénateur socialiste, Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. La proposition de loi se propose de reconnaître la responsabilité de la France dans la répression de l'homosexualité et elle propose des dispositifs de réparation sur lesquels je reviendrai plus tard. Au moment où je parle, donc c'est le 12 juin 2026, cette loi n'a pas encore été adoptée, donc ça reste une proposition, ce n'est pas encore une loi, puisqu'il y a un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et il y a aussi des incertitudes sur le fait de savoir si cette proposition de loi pourra être adoptée un jour ou pas. Elle a été déposée en août 2022, ce qui n'était pas une date choisie au hasard, puisqu'en août 2022, nous fêtions les 40 ans de ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité en France, puisqu'en jusqu'en 1982, il y avait une pénalisation de l'homosexualité. Et c'est seulement, en effet, à la suite de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, donc en mai 1981, et à la suite de la mobilisation de mouvements homosexuels et lesbiens, que cette dépénalisation a eu lieu, donc il n'y a pas si longtemps, puisque c'était il y a moins de 50 ans. Ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité, cette dépénalisation, c'est une série de choses. C'est à la fois la disparition par une loi du 4 août 1982 du dernier article du Code pénal qui réprimait certains comportements homosexuels. C'est aussi la consigne donnée aux services de police d'arrêter de contrôler et de surveiller les établissements et les lieux fréquentés par les homosexuels. C'est aussi l'annonce par la France à l'été 1981 qu'elle ne reconnaîtra plus la classification de l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle l'homosexualité est une maladie. Et c'est enfin la dépénalisation de l'homosexualité, une loi d'amnistie, enfin l'inclusion des condamnations pour homosexualité dans la loi d'amnistie qui est votée à l'été 1981. À l'époque, la tradition était de voter des lois d'amnistie suite à une élection à la présidence de la République, donc qui permettait d'annuler un certain nombre de condamnations. Cette dépénalisation est très récente, et ce qui est aussi très récent, c'est la conscience collective de cette histoire, à savoir la conscience qu'il y a moins de 50 ans, il y avait une répression de l'homosexualité en France, et c'est quelque chose de frappant, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent cette histoire, et peut-être on l'ignorait encore plus il y a quelques années, puisque le débat public autour de cette histoire récente a moins de 10 ans, voire à moins de 5 ans, puisqu'il y a une prise de conscience collective qui a eu lieu autour de 2021-2022. Je pense notamment à une série d'articles dans le journal Le Monde,
qui ont été publiées, rédigées par la journaliste Ariane Chemin et publiées en janvier 2022, qui retraçaient cette histoire de la répression de l'homosexualité et qui rencontrait un certain nombre de témoins, de victimes, même plus que de témoins, de cette répression de l'homosexualité. De même, c'est en 2022 qu'il y a eu une pétition publiée dans le journal Homosexuel Têtu pour une loi de réparation. La proposition de loi déposée en 2022 fait aussi écho à des politiques de réparation similaires menées dans d'autres pays, notamment en Angleterre, où des lois de réparation sont apparues dans les années 2010, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne, le Canada ou encore l'Autriche, qui tous ces pays ont revisité récemment leur histoire de la répression de l'homosexualité. Et d'autres pays ont connu des discussions qui n'ont pas encore débouché sur les politiques de réparation. C'est par exemple le cas des États-Unis au cours des dernières années. Alors je vais rentrer dans une discussion un peu technique, parce qu'on va explorer quelques textes de loi, à savoir regarder s'intéresser à deux dispositions du Code pénal, qui sont les deux dispositions du Code pénal qui sont visées par cette proposition de loi de réparation. À savoir qu'entre 1942 et 1982, deux articles différents du Code pénal ont mentionné l'homosexualité. Et la loi de réparation, la proposition de loi de réparation revient spécifiquement sur ces deux articles du Code pénal. Le premier article du Code pénal est apparu en 1942, donc sous le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cet article pénalise et punit toutes les relations homosexuelles qui impliquent un partenaire ou une partenaire de moins de 21 ans. C'est la loi du 6 août 1942 qui réprime, je cite, les actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans. Donc les actes impudiques ou contre nature, le terme contre nature mérite évidemment l'attention, avec un mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les faits, cette proposition de loi crée un âge du consentement sexuel, c'est comme ça qu'on peut le retraduire aujourd'hui, un âge du consentement sexuel différent pour les relations hétéro et homosexuelles. En 1942, toute relation qui implique un partenaire depuis 13 ans, donc toute relation qui implique un partenaire depuis 13 ans, est considérée a priori comme une relation consentie et licite dans le cas des relations hétérosexuelles, sauf s'il y a un cas de violence. Et dans le cas des relations homosexuelles, cet âge du consentement est porté à 21 ans, donc 8 ans plus tard. Donc il y a la création d'un âge différent du consentement sexuel pour les relations homosexuelles. Très concrètement, ça veut dire que si deux hommes ou deux femmes, l'un de 21 ans ou l'une de 21 ans, l'autre de 22 ans, ou l'une de 19 ans et l'autre de 23 ans, ont une relation, qu'elle soit sexuelle ou sentimentale, cette relation tombe sous le coup de la loi et les deux hommes ou les deux femmes pouvaient être punis d'une amende, voire d'une peine de prison. La même relation hétérosexuelle ne donne pas lieu à une punition, elle est considérée comme légale. C'est ça la première forme de pénalisation de l'homosexualité que la France a connue avec cette loi de 1942. Cette loi de 1942 du régime de Vichy est maintenue en 1945, au moment où, à la libération de la France, le gouvernement provisoire de la République française examine toute la législation de Vichy et décide de maintenir ou pas cette législation de Vichy. Et en l'occurrence, cet âge spécifique du consentement sexuel est maintenu puisque l'ordonnance de février 1945 affirme que cette disposition, je cite, ne saurait en son principe appeler aucune critique. Il y a donc une continuité entre le régime de Vichy et la République. Le seul changement qui a lieu en 1945, c'est que l'âge du consentement hétérosexuel, entre guillemets, est monté à 15 ans au lieu de 13 ans. Donc il n'y a plus que 6 ans qui séparent l'homosexualité de l'hétérosexualité. Et cette disposition reste en vigueur jusqu'en 1982, donc au moment de ce qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité. Avec un autre changement en 1974, au moment où l'âge de la majorité civile est porté de 21 à 18 ans, l'âge de la majorité homosexuelle, entre guillemets, est lui aussi porté de 21 ans à 18 ans. Donc de 1974 à 1982, il n'y a plus que 3 ans qui séparent
les relations hétérosexuelles, les relations homosexuelles. Et d'ailleurs, ce changement n'allait pas de soi en 1974 de ramener le consentement homosexuel à 18 ans. Sur la période 1942-1982, il y a eu près de 10 000 personnes qui ont été condamnées en France à des amendes ou à des peines de prison, donc 10 000 personnes en vertu de ce texte de loi. Sur les 10 000 personnes condamnées, il y a eu, on estime, 106 femmes et donc près de 9 900 hommes. Ce qui est un chiffre important puisque l'homosexualité masculine a beaucoup plus préoccupé la police, les juges et les psychiatres, là où le lesbianisme ou l'homosexualité féminine a bien moins préoccupé les pouvoirs répressifs et a été souvent renvoyé dans une forme d'invisibilité, y compris dans les formes de répression. Pourquoi cette disposition en 1942 ? Pour une raison simple, parce que les juges, les policiers, les hommes politiques considèrent qu'il y a une forme de propagation de l'homosexualité, une forme de contagion homosexuelle, et le mot contagion est utilisé, et que les jeunes gens, les adolescents, les jeunes adultes seraient particulièrement vulnérables à l'homosexualité, donc il faudrait maintenir à distance l'homosexualité, il faudrait les protéger des homosexuels plus âgés qui voudraient les pervertir ou les corrompre. Ce qui est d'ailleurs une structure qui n'a pas totalement disparu aujourd'hui, puisque dans les multiples formes que prend encore les LGBT-phobies aujourd'hui, il y a cette idée qu'il faudrait protéger la jeunesse des discours, des représentations LGBTQI+, des films, des événements, des lectures, des livres, etc. Et si on pense encore aujourd'hui à tous les débats qui sont en particulier, à tous les combats qui sont en particulier menés contre les jeunes personnes trans, contre les mineurs transgenres, ils procèdent aussi de la même structure, à savoir l'idée que les jeunes gens, les adolescents, les jeunes adultes seraient particulièrement vulnérables au discours trans, voire aux personnes trans elles-mêmes. Et donc c'est aussi ce même mécanisme qui existait en 1942 et qui on retrouve sous d'autres formes aujourd'hui. Précisons aussi que cet âge du consentement, ou cette utilisation d'un âge du consentement pour réprimer l'homosexualité, n'est pas une spécificité française. On le retrouve par exemple en Angleterre, au cours du XXe siècle, ou encore au Canada, avec un âge différent pour l'hétérosexualité et pour l'homosexualité. Donc voilà pour la première disposition du Code pénal qui a visé l'homosexualité. Sur cette période, la période 1942-1982, il y a un deuxième texte de loi qui a visé l'homosexualité, qui lui apparaît en 1960 dans le Code pénal, et qui consiste à aggraver un délit qui s'appelle l'outrage public à la pudeur. L'outrage public à la pudeur, c'est un délit qui est apparu au début du XIXe siècle avec le nouveau Code pénal en 1810, qui permet de réguler un certain nombre de comportements sexuels au motif qu'ils seraient publics et que leur publicité constituerait un outrage à la pudeur. C'est un ensemble de notions très abstraites, parce que la pudeur, c'est comme les bonnes mœurs, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, c'est au juge d'apprécier si la pudeur ou les bonnes mœurs sont menacées, mais en tous les cas, ça permet de faire condamner un ensemble de comportements sexuels qui leur sont jugés contraires. Et en fait, depuis le début du XIXe siècle, des relations homosexuelles, mais aussi parfois des relations hétérosexuelles, ont été condamnées pour outrage public à la pudeur, avec le fait que les juges n'ont cessé d'interpréter de la manière la plus extensive possible ce qu'était l'outrage public à la pudeur, y compris pour des actes qu'on serait tenté aujourd'hui, nous, de qualifier comme des actes privés. Mais ce n'était pas la définition retenue par les juges. Je vais vous donner un exemple fascinant, presque extrême. Dans les années 1870, deux détenus partagent une cellule de prison à Paris. Ils sont tous les deux seuls dans leur cellule de prison et ils ont un rapport sexuel dans cette cellule de prison. Et ils sont tous les deux condamnés pour outrage public à la pudeur, quand bien même personne n'a pu voir cette relation sexuelle qu'ils ont eue, pas même le gardien qui les aurait vus depuis le couloir, non, personne ne les a vus, personne ne les a surpris. Mais ils sont condamnés pour outrage public à la pudeur, donc pour un rapport commis à l'intérieur d'une cellule de prison, parce que le juge dit dans son jugement que le rapport sexuel aurait pu être entendu de l'extérieur de la cellule, par exemple depuis la cellule voisine, et que donc ça suffit à caractériser la publicité de cet outrage. De même, un siècle plus tard, il y a une affaire très connue à Paris, en 1977,
Elle est très connue parce que les personnes qui ont été condamnées se sont rebellées. Elles ont utilisé leur procès pour contester la répression de l'homosexualité. Il y avait un bar homosexuel à Paris qui s'appelait le Manhattan, qui était situé dans le 5e arrondissement de Paris, rue des Anglais. C'est un bar qui s'appelait, qu'on disait cuir. Il y avait une mode cuir à l'époque dans la communauté homosexuelle masculine, c'est-à-dire qu'il fallait, pour aller au Manhattan, il fallait être plutôt habillé d'un jean et d'un blouson de cuir. C'était un bar réservé aux hommes. Pour rentrer dans le bar, il fallait sonner. Il y avait un vigile qui vérifiait si les personnes correspondaient à la clientèle du bar, qui laissait entrer les personnes qui sonnaient dans le bar ou pas. Et donc une nuit de mai 1977, des policiers déguisés en clients du bar, donc jean, blouson de cuir, sonnent, se font passer pour des clients, rentrent dans le bar, descendent au sous-sol qui est plongé dans l'obscurité, c'était une backroom, donc une pièce dans le noir où des hommes peuvent avoir des rapports sexuels entre eux, et les policiers allument la lumière et arrêtent les hommes qui sont en train d'avoir des rapports sexuels. Les 9 hommes arrêtés, ainsi que les 2 gérants du bar, sont poursuivis pour outrage public à la pudeur, quand bien même les actes incriminés ont eu lieu dans un bar connu comme homosexuel, et que les policiers, pour voir l'outrage, ont dû se déguiser en clients, ont dû allumer la lumière, etc. Et cette condamnation est emblématique de cet usage extrêmement large de l'outrage public à la pudeur. Et d'ailleurs, parfois, la police est le seul public de cet outrage. L'outrage public n'existe que parce que la police est intervenue. Il n'y a pas une idée d'offense, il n'y a pas une idée qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans le délit d'exhibition sexuelle, à savoir des personnes qui sont directement offensées. L'outrage peut être parfois extrêmement abstrait. Donc il y a ce délit d'outrage public à la pudeur, et en 1960, le Parlement français a voté une loi dite sur les fléaux sociaux, et parmi les fléaux sociaux qu'il fallait combattre, il y avait l'homosexualité, on est en 1960, aux côtés de l'alcoolisme, de la tuberculose ou de la prostitution. Et donc à la suite de cette loi sur les fléaux sociaux, l'outrage public à la pudeur est aggravé, la peine est aggravée lorsque cet outrage consiste dans un acte contre nature, encore une fois contre nature, avec un individu du même sexe. Et c'est ce texte de 1960, cette ordonnance, qui constitue le 2e article du Code pénal qui mentionne explicitement l'homosexualité. Et cette aggravation reste 20 ans dans le Code pénal, puisqu'elle est abrogée seulement en 1980, un peu avant la dépénalisation de l'homosexualité. Et sur la période 1942-1982, on estime le nombre de condamnations pour outrage public à la pudeur homosexuelle à entre 50 000 et 60 000, c'est-à-dire à peu près 1000 condamnations par an sur toute la France. La proposition de loi déposée en 2022 donc, revenait sur ces 2 articles du Code pénal, l'article de Vichy, l'article de 1960, et proposait une reconnaissance officielle de cette répression de l'homosexualité et de dire que c'était une erreur d'avoir réprimé l'homosexualité. Et c'est cette proposition de loi qui constitue donc le point de départ de ce livre, Réprimer et réparer. Un des objectifs de mon livre, c'était de dire que cette proposition de loi était à la fois, à mon sens, très importante, fondamentale politiquement, à savoir qu'il est toujours à mes yeux fondamental qu'il y ait une reconnaissance politique et publique de cette répression de l'homosexualité et reconnaître que des vies ont été violentées et brisées par l'action des autorités publiques. Et en même temps, mon livre se voulait être une vive critique de cette proposition de loi qui, à bien des égards, est insuffisante, lacunaire, voire, si je peux me permettre, mensongère. Si je dis que cette proposition de loi pose un certain nombre de problèmes, c'est notamment parce qu'elle ne revient que sur la période 1942-1982. Et un des arguments, c'est de dire que cette répression de l'homosexualité n'a pas eu lieu en France seulement sur la période 1942-1982, mais qu'elle a commencé bien avant et qu'elle a pu perdurer après 1982. D'ailleurs, si vous vous souvenez des exemples que j'ai montrés dans la première partie de mon intervention, à toutes ces archives, ils dataient tous des années 1920-1930, donc quelques années avant cette date de 1942. C'est d'ailleurs pas un hasard pourquoi on trouve assez facilement des documents des années 1920-1930, et un certain nombre de documents que vous pourrez voir dans le hall des archives datent aussi de ces années 1920-1930. C'est d'une part parce que c'est un moment de plus forte répression de l'homosexualité, il y a une intensification
de la répression judiciaire et policière de l'homosexualité, mais aussi ce sont des archives qui sont suffisamment anciennes pour qu'elles soient suffisamment accessibles. Il est plus difficile aujourd'hui d'avoir accès à des archives des années 1950-1960 parce que c'est trop proche de nous, et notamment parce qu'en raison des règles de communicabilité des archives, c'est pas facile d'y avoir accès. D'ailleurs, parfois ces archives n'ont pas toujours été confiées au centre d'archives. Or, les archives des années 1920-1930, elles, ont été davantage déposées. Et donc, si cette proposition de loi me semble problématique, me semble poser problème, c'est que la répression de l'homosexualité est passée par une multitude de dispositifs répressifs, y compris des dispositifs répressifs qui ne mentionnaient pas explicitement l'homosexualité, mais qui ont été utilisés pour réprimer l'homosexualité. En somme, mon livre veut aussi poser un problème méthodologique. Si on veut faire l'histoire d'une forme de répression, si on veut faire l'histoire de dispositifs répressifs, il ne faut pas seulement regarder le code pénal, il ne faut pas simplement chercher le mot homosexualité dans le code pénal, d'ailleurs ce mot n'existe pas, parce qu'on parlait de contre-nature, il faut aller voir du côté des pratiques des juges, pratiques de la police. Et donc, j'imagine que vous comprenez le problème, c'est qu'au moment où une proposition de loi propose de reconnaître qu'il y a eu une répression de l'homosexualité, elle ne reconnaît qu'une toute petite partie de cette répression de l'homosexualité. Et donc, elle reconnaît quelque chose tout en ne reconnaissant pas la véritable ampleur de cette chose. Et c'est pour ça que j'allais jusqu'à dire que cette loi a été mensongère, c'est qu'au moment même où elle propose un récit historique, elle propose une histoire qui est en partie fausse. Pourquoi je dis que la répression de l'homosexualité n'a pas commencé en 1942 ? Parce qu'en fait, on peut au moins la faire remonter au début du XIXe siècle. En 1791, au moment de la Révolution française, le crime de sodomie qui existait dans le code pénal est supprimé. Le crime de sodomie était une incrimination extrêmement large qui ne visait pas simplement les rapports sexuels anaux, mais en fait la sodomie dans l'Ancien Régime désignait tout rapport qui n'était pas un rapport hétérosexuel procréatif. Donc c'était ça désignait même les femmes en fait. Exactement, voilà. C'était une incrimination extrêmement large. Ça désignait aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui la bestialité des rapports sexuels avec des animaux. Et sous la Révolution française, cet article est supprimé, d'ailleurs non pas par une volonté libérale des révolutionnaires, mais parce que ça fait partie d'un ensemble de textes qui sont considérés comme obsolètes et qui disparaissent sans qu'il y ait de discussion spécifique. Il n'empêche, tout au long du XIXe siècle, comme je l'ai déjà mentionné, l'outrage public à la pudeur a été utilisé contre des individus homosexuels. Quand bien même l'outrage public à la pudeur ne visait pas explicitement l'homosexualité, il a été utilisé contre des rapports homosexuels. De même, depuis le début du XIXe siècle, un délit qui s'appelait l'excitation de mineurs à la débauche a été utilisé contre certaines relations homosexuelles, masculines ou féminines, qui impliquaient des individus mineurs, donc âgés de moins de 21 ans. De même, depuis le XIXe siècle, il y avait un délit qui s'appelait l'outrage aux bonnes mœurs, qui a été utilisé pour poursuivre et faire condamner des publications homosexuelles. C'est par exemple la revue Inversion, qui est la seule revue homosexuelle qui existe dans les années 1920, et dont les responsables de publication sont poursuivis et condamnés pour outrage aux bonnes mœurs. C'est encore le cas dans les années 1950, les journaux Arcadie et Futur, qui sont les deux plus importants et seuls journaux homosexuels, enfin pas les seuls d'ailleurs, les deux plus importants journaux homosexuels des années 1950. Et d'ailleurs, l'article du code pénal adopté par le régime de Vichy en 1942 était en réalité en préparation bien avant Vichy, puisque sous la Troisième République, dès 1838-1939, les juristes du ministère de la Justice réfléchissaient à adopter un article du code pénal, et c'est seulement pour des raisons techniques qu'il n'a pas été adopté en 1939. En fait, quand on s'intéresse à l'histoire de la répression de l'homosexualité, la question de l'invisibilité est extrêmement importante, puisque si l'homosexualité n'a jamais été mentionnée telle qu'elle dans le code pénal au XIXe siècle, ce n'était pas en raison d'une erreur, ce n'était pas en raison d'un oubli, c'était un choix délibéré du législateur, à savoir l'idée que
mentionner explicitement l'homosexualité aurait été l'encourager. Et que donc il fallait à la fois réprimer l'homosexualité, mais la réprimer de manière indirecte, la réprimer de manière discrète. On trouve par exemple, on a reconstitué des discussions qui impliquent Napoléon et son entourage au moment de la rédaction du nouveau code pénal. Napoléon, le ministre de la Justice, et le choix de ne pas faire apparaître l'homosexualité dans le nouveau code pénal napoléonien était un choix de dire non, ne mentionnons pas l'homosexualité, mais trouvons d'autres moyens de la réprimer. Ce qui, du coup, pose problème, puisque si au moment où on vote une loi pour reconnaître la réalité de cette répression, si on reproduit l'invisibilité qui était une invisibilité répressive, au lieu de reconnaître, en réalité, on ne fait que redoubler la violence. Quelques exemples de dispositifs répressifs extrêmement vagues, là, extrêmement larges. Là, nous avons un courrier de 1935. Le préfet du Var écrit au ministre de l'Intérieur pour signaler à ce ministre de l'Intérieur le cas de René Rousseau. René Rousseau est employé au lycée de garçons de Toulon. Et le préfet demande sa disparition immédiate, c'est l'expression qui figure dans le courrier, du lycée de garçons. Et René Rousseau est viré quelques jours plus tard, il perd son emploi du lycée de garçons parce qu'il a été signalé comme homosexuel. Il n'a pas été condamné, il n'y a aucune condamnation, il a simplement été signalé par la police comme homosexuel et donc il perd son travail. 1935, toujours, un certain Louis Roubessa, yougoslave, employé d'hôtel de 40 ans, qui vit lui aussi à Toulon, est expulsé du territoire français par une décision du ministre de l'Intérieur. C'est la décision que vous avez sous les yeux en raison de son vice. Lui aussi a été fiché par la police française, lui aussi a été dénoncé sans être condamné, et pour ça, il est expulsé. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches, qu'au moins une quarantaine d'homosexuels, et peut-être sans doute davantage, plusieurs dizaines d'étrangers ont été expulsés de France en raison de leur homosexualité, d'ailleurs qu'elle soit réelle ou supposée. Et c'est un travail qui est toujours en cours, parce que c'est très difficile de recenser tous les cas, on pourra peut-être revenir sur les difficultés que l'on rencontre. Là, un autre cas que vous avez sous les yeux, c'est un dossier de la Sûreté nationale. On est en 1934. La police parisienne traque des Allemands qui ont fui le régime nazi pour se réfugier à Paris, pour se réfugier en France. Et ces réfugiés ont ouvert des établissements homosexuels ou fréquentés par les homosexuels. Parmi eux, c'est lui que vous voyez sur les photos à droite, c'est donc son dossier à la Sûreté nationale, Heinrich Liemann, qui est un juif allemand qui a fui l'Allemagne en raison des persécutions, et il avait fondé à Berlin le Rio Rita, qui était une boîte de nuit, un club fréquenté par des homosexuels. Et il a ouvert à Paris plusieurs clubs homosexuels, un nouveau Rio Rita sur le modèle du Rio Rita de Berlin, mais aussi le Far West, c'est le nom de l'établissement homosexuel. Et il est expulsé du territoire français. En tout cas, un arrêté d'expulsion est pris contre lui parce qu'il a ouvert ces clubs fréquentés par des homosexuels. Il est expulsé dès 1934. Enfin, un arrêté d'expulsion est pris dès 1934, en même temps que contre 7 autres réfugiés allemands. En l'occurrence, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas été expulsé, seulement un arrêté d'expulsion a été pris, puisqu'il ne peut pas être renvoyé en Allemagne en raison de son statut de réfugié. Là, nous sommes en 1942 pour ce document suivant. En 1940, le régime de Vichy, parmi ses toutes premières mesures, adopte une loi pour revenir sur des milliers de naturalisations qui sont survenues depuis les années 1920 en France. Des naturalisations, c'est-à-dire l'attribution de la nationalité française à des étrangers vivant en France. Et parmi les motifs de dénaturalisation, il y a, pour quelques cas, l'homosexualité. Là, le cas que vous avez sous les yeux, il date de 1942, Marius Serra, qui est né en 1902 en Italie, qui, selon le rapport de police, je ne sais pas si c'est oui, c'est assez visible, qui avoue être homosexuel, qui par ailleurs est célibataire et ne présente aucun apport intéressant pour la collectivité nationale. Marius Serra perd la nationalité française qu'il avait acquis quelques années plus tôt. Là, dans le cas de ces dénaturalisations, c'est un chantier qui reste à mener, parce que je suis absolument incapable de vous dire combien de personnes ont perdu leur nationalité française. Quelques-unes probablement, mais c'est aussi un chantier qu'il reste à mener. Autre exemple, un bond dans le temps,
20 ans plus tard, nous sommes en 1963, le préfet de police est un certain Maurice Papon, condamné plus tard pour crime contre l'humanité, pour son rôle actif dans la déportation des Juifs, également responsable de la répression des Algériens indépendantistes à Paris pendant la guerre d'Algérie. Maurice Papon, donc, qui est préfet de police, demande, et c'est le courrier que vous avez sous les yeux, des moyens accrus au ministre de l'Intérieur pour lutter contre celles et ceux qui sont nommés les travestis et qu'on nommerait aujourd'hui des personnes trans. À l'époque, la catégorie transgenre n'existe pas. L'existence de ces travestis est particulièrement scandaleuse, écrit le préfet de police, et cela a une influence désastreuse sur le comportement des jeunes gens tentés par l'inversion. Et donc la police, dans ces années 1960, délivre chaque année des centaines de contraventions aux personnes dites travesties. Et le Maurice Papon explique dans son courrier au ministre de l'Intérieur que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait aller plus loin dans la répression. Tous ces cas que j'ai énumérés, depuis l'expulsion des étrangers, la perte de travail de René Rousseau, les contraventions données aux travestis, ne sont pas pris en compte, ce sont autant d'exemples qui ne sont pas pris en compte dans cette loi de réparation, dans cette proposition de loi de réparation qui est actuellement discutée au Parlement. D'où le fait que je qualifie celle-ci de lacunaire. Vous aurez sûrement remarqué, enfin j'espère, que tous ces exemples que j'ai donnés concernent l'homosexualité masculine, c'est que des hommes ou des personnes trans que j'ai mentionnées. De fait, rencontrer dans les archives de police des lesbiennes est extrêmement rare. Et on voit, quand on fréquente ces archives de police, à quel point les lesbiennes ont très peu préoccupé la police et la justice. Et je dois dire, c'est pour ça que les documents que les équipes des archives départementales ont exhumés sont particulièrement intéressants, parce que dans les documents qui proviennent du fonds Albert Sarraut, donc, qui était notamment ministre de l'Intérieur dans les années 1920-1930, et qu'on voit dans les vitrines dans le hall, il y a un grand nombre de documents qui concernent des lesbiennes, et ce sont des documents extrêmement précieux, parce que très rares dans les archives de police dont on dispose. Donc voilà, les archives de l'Aude ont des documents qui permettent de compléter très précisément cette histoire de la répression et de la surveillance des lesbiennes. Autre sujet, je vais prendre un peu d'eau, j'espère que je ne parle pas trop vite. Autre sujet qui n'est pas pris en compte par la proposition de loi de réparation, c'est la question de la police. La proposition de loi ne s'intéresse qu'aux condamnations en justice. Or, la police est une institution pénale autonome ou en partie autonome, comme disent les sociologues. C'est-à-dire que la police n'agit pas seulement pour appliquer la loi, elle n'est pas simplement chargée de faire appliquer la loi, elle peut agir même en l'absence d'un texte de loi. C'est-à-dire que la police mène sa propre action, elle a une certaine vision des désordres sociaux et elle a une certaine vision des moyens de répondre à ces désordres sociaux. Si je dis ça, c'est parce que si on regarde l'histoire de la police, depuis quasiment aussi longtemps qu'il existe une police, il existe des formes policières de répression de l'homosexualité. Voire, la police a développé une doctrine spécifique selon laquelle la loi est insuffisante pour lutter contre l'homosexualité, et donc il revient au service de police de trouver d'autres moyens de lutter contre l'homosexualité. Notamment pour contenir ou réguler, ce sont les termes utilisés le plus souvent par la police. Par exemple, ici, ce gros volume d'archives du 19e siècle qui concerne les pédérastes, autre mot pour désigner l'homosexualité, voilà, ce document provient des archives de la préfecture de police à Paris. De même, on a deux pages de deux épais volumes qu'on trouve toujours aux archives de la préfecture de police de Paris, qui s'appellent les registres de pédérastes, qui datent des années 1860-1870. Alors je suis désolé, la qualité de la photo fait que ça n'apparaît pas très bien sur l'écran, mais voilà, vous avez un nom pour chaque ligne à gauche, un ensemble de détails, des adresses et voilà, un certain nombre d'informations constituées par la police. Là, on est en 1860-1870 et la police recense des noms, des adresses, des informations sur un certain nombre d'individus.
voilà ce qu'a mis en place la police à un moment où l'homosexualité n'est pas explicitement visée par le code pénal, où il n'existe pas dans le code pénal de répression de l'homosexualité. C'est ça ce que j'appelle l'autonomie, ce que mes collègues sociologues appellent l'autonomie de la police. On peut la penser par des analogies contemporaines. Par exemple, aujourd'hui, il est connu que la police contrôle davantage les personnes racisées que les personnes blanches et contrôle davantage les hommes racisés que les hommes blancs. Ça n'est écrit dans aucun texte de loi, mais c'est une pratique policière, une pratique raciste de la police qui relève de l'autonomie de la police, à savoir ce que la police considère comme son rôle. Et bien, à une époque pas si éloignée, la police considérait qu'il relevait de son travail de réguler l'homosexualité, de surveiller et de ficher les personnes homosexuelles. Par exemple, là, vous avez sous les yeux un manuel de police technique de 1967, donc il y a à peu près 60 ans. C'est le manuel que devaient lire les futurs apprentis policiers. Et on a tout un chapitre sur les perversions sexuelles, et notamment l'homosexualité. Et ce manuel explique que la police doit surveiller les milieux spéciaux, c'est le terme qui est utilisé, et explique aussi qu'on n'arrivera pas à guérir les homosexuels, mais qu'on pourra essayer au moins de limiter leur parthénogenèse, c'est le terme utilisé par la police, c'est-à-dire éviter qu'ils ne se développent et qu'ils ne se multiplient dans la société. Ce manuel de police, c'est un cas, mais qui n'est pas un cas isolé des instructions données à la police à la fin des années 1960. Je parle de la police, je pourrais aussi parler de l'armée, parce que ce que vous avez sous les yeux est un rapport de la sécurité militaire, donc l'organe interne à l'armée qui est chargé de faire régner la sécurité en son sein. Et dans cette brochure qui date de la fin des années 1960, il est écrit noir sur blanc, enfin sur bleu, parce que le papier est en fait bleu, que les homosexuels sont irrécupérables, ne serait-ce que pour des raisons de simple moralité, et que pour éviter qu'ils ne contaminent les éléments psychiquement sains mais influençables, il convient de les éliminer de l'armée. La phrase est écrite telle quelle, il convient de les éliminer de l'armée. Il y a un certain nombre de rapports internes à l'armée, on retrouve cette phrase, les éliminer de l'armée. Et de fait, l'armée française a éliminé des personnels en son sein qui étaient homosexuels, ce qui est encore l'ampleur de ce phénomène est encore mal connue. Il y a des recherches qui commencent tout juste. Peut-être que dans quelques années, on y verra plus clair. Et d'ailleurs, dans les cas que j'ai trouvés, il y a à la fois l'homosexualité masculine, mais aussi des lesbiennes, notamment dans les personnels civils de l'armée, il y avait des lesbiennes qui, elles aussi, ont été éliminées de l'armée. Éliminer, ça veut dire expulser. Expulsés de l'armée, oui. Elles n'ont pas été tuées, elles n'ont pas été tuées, mais voilà, ils ont été chassés, ils n'ont pas leur place dans l'armée. Je pourrais détailler de multiples formes d'action publique. On a vu les interdictions de séjour, on a vu les expulsions d'étrangers. Il y a aussi la question qu'on connaît encore mal des formes de répression professionnelle, comme le cas de René Rousseau. Combien de personnes ont perdu leur travail en raison de l'homosexualité, notamment dans la fonction publique, notamment dans l'éducation nationale, en raison de la menace que ferait poser ces personnes sur les enfants. Il y a aussi d'autres formes de justice qui restent à explorer, et notamment, puisque je mentionnais la spécificité de la répression qui a visé les lesbiennes, on connaît sur les périodes plus récentes quelques cas de femmes qui avaient eu des enfants dans le cadre de relations hétérosexuelles et qui ensuite se sont mis en couple lesbien et qui ont perdu la garde de leurs enfants. Donc c'est une décision des juges civils en raison de leur relation lesbienne. De même, il y a tout un pan, et qui peut-être a concerné davantage les femmes que les hommes, tout un pan spécifique d'action répressive, c'est tout ce qui s'est passé dans le domaine de la médecine, avec peut-être, c'est une hypothèse, des cas d'internement forcé de femmes lesbiennes ou considérées comme lesbiennes, de pratiques visant à les guérir par la force de leur homosexualité. Et ça, ce qui a priori aurait davantage visé les lesbiennes que les hommes homosexuels, c'est aussi quelque chose qui reste encore aujourd'hui pour la France très peu connu et qui pose aussi des difficultés spécifiques parce que les archives de la médecine obéissent, enfin c'est pas comme les archives de la police, c'est des régimes différents. D'une part, les archives de la médecine
sont beaucoup moins conservées, parce que ce n'est pas nécessairement des archives publiques, que par ailleurs, les dossiers médicaux obéissent à des règles de communicabilité ou de non-communicabilité, donc il est plus difficile d'y accéder. Il y a quelques recherches, là aussi, en cours, qui nous permettront, je l'espère, d'en voir davantage dans les années futures. On pourrait aussi questionner, ce que je propose dans mon livre, la question de la géographie de la proposition de loi de réparation, puisque la discussion actuelle qui est menée au Parlement ne porte que sur la France d'aujourd'hui. Or, la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier, puisque la France a été un empire colonial, notamment, et que donc il y a eu une répression spécifique de l'homosexualité dans les territoires de l'Empire, et que des personnes ont été poursuivies en raison de l'homosexualité dans ces territoires. Par exemple, dans l'Algérie, qui était un département, le code pénal français s'est appliqué. Donc il y a peut-être possiblement aujourd'hui des personnes qui vivent en Algérie et qui ont été condamnées pour homosexualiser en raison du code pénal français. Et la question que je pose, c'est est-ce que ces personnes pourraient prétendre à réparation si la loi était adoptée, dans le sens où elles ont été condamnées par ce qui était à l'époque la France. De même, dans d'autres territoires, la France a mis en place des codes pénaux qui réprimaient l'homosexualité. C'est le cas de la Tunisie. La Tunisie est un protectorat et dès 1916, le protectorat français fait adopter un nouveau code pénal en Tunisie, et le code pénal, ce nouveau code pénal de 1916 introduit un article qui réprime l'homosexualité. Donc au moment où l'homosexualité en soi n'est pas réprimée en métropole, elle est réprimée en Tunisie. Et d'ailleurs, cet article existe toujours, hein, c'est aujourd'hui l'article 230 du code pénal tunisien, qui n'a pas été abrogé et qui a survécu à l'indépendance. De même, les territoires coloniaux se caractérisent par un droit qui est souvent dérogatoire du code pénal ordinaire. Et par exemple, il y a quelques cas, j'ai un peu travaillé sur la Tunisie, il y a quelques cas en Tunisie de ce qu'on appelle d'internement de populations dites, entre guillemets, indigènes pour homosexualité, c'est-à-dire des personnes qui sont enfermées quelques mois en l'absence de toute condamnation pénale en raison de leur homosexualité. Donc voilà aussi des choses qu'on pourrait ajouter au débat public. Voilà pour cette histoire de la répression de l'homosexualité et de tout ce qu'un peu ce panorama que la proposition de loi, en tout cas les débats en cours, laissent de côté. Je pourrais revenir, mais je le ferai peut-être plus tard parce que je vois que le temps file, sur la question des quels sont les désaccords actuels entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme ça, je laisse de côté, j'y reviendrai peut-être plus tard. Peut-être dans les quelques minutes qui me restent, je vais revenir sur la seconde question qui m'intéressait dans ce livre, qui est une question plus de théorie politique, à savoir qu'est-ce que ça veut dire réparer? Comment penser aujourd'hui une politique de réparation? La proposition de loi, initialement, proposait à la fois une reconnaissance symbolique, donc de reconnaître qu'il y avait une répression de l'homosexualité, et proposait de mettre en place une reconnaissance financière, une réparation financière pour les personnes qui ont été condamnées. En l'occurrence, elle prévoyait une indemnité de 10 000 € pour les personnes condamnées, plus 150 € par jour d'emprisonnement. Donc 10 000 €, hein, c'est peut-être parfois un peu plus, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas négligeable, et en même temps, c'est aussi peu par rapport à la réalité de la répression de l'homosexualité, puisque ce sont des vies qui ont été détruites, hein, du fait de la condamnation, du fait de l'emprisonnement, du fait simplement aussi de la publicité donnée à la condamnation, du fait de la perte de l'honneur social, du fait de l'opprobre, de la stigmatisation, du rejet par les familles. Dans l'état actuel du débat parlementaire, les sénateurs, majorité de droite et centriste, ont supprimé ce volet financier, ils refusent de mettre en place une réparation financière et veulent que la reconnaissance de la répression de l'homosexualité soit seulement une reconnaissance symbolique, mais qu'il n'y ait pas d'indemnisation. Alors dans mon livre, la question que je posais, c'est plutôt inverse, c'est plutôt d'aller plus loin en se demandant qu'est-ce que c'est que cette politique de réparation et comment peut-on réparer une domination, comment peut-on réparer une violence structurelle. Parce qu'il me semble qu'un des dangers d'une politique de réparation, c'est d'individualiser la domination, c'est d'individualiser une violence structurelle. Au sens où la réparation,
c'est en quelque sorte un mécanisme connu et banal de la vie sociale. Je ne sais pas, vous vous faites cambrioler, on vous vole vos affaires, on vous vole votre téléphone, que sais-je. Votre assurance prévoit un mécanisme de réparation, c'est-à-dire à défaut de pouvoir annuler le dommage, à défaut de pouvoir vous rendre l'objet ou le téléphone qui vous a été volé, à défaut, voilà, on vous donne une somme d'argent qui permet de compenser le dommage. Pareil, on se fait agresser, on se fait frapper par exemple, on peut obtenir des dommages et intérêts, c'est-à-dire à défaut d'annuler la violence, les dommages et intérêts servent à compenser, à atténuer la violence. Et c'est ça que propose une politique de réparation, une forme d'indemnité pour atténuer, pour compenser en tout cas la violence. Mais la question que je voulais poser, c'est comment réussir à mettre en place une réparation quand la violence a touché tout un groupe social, à savoir l'ensemble d'un groupe social qu'on pourrait appeler homosexuel, ou l'ensemble des personnes LGBTQI+. C'est-à-dire que cette histoire de la répression de l'homosexualité a à la fois touché les individus concernés, les individus qui ont effectivement été condamnés, mais pas seulement. Elle a touché l'ensemble des personnes LGBTQI+. Je veux dire par là, comment penser une réparation vis-à-vis des personnes qui, par exemple, parce qu'il existait cette forme de répression de l'homosexualité, se sont empêchés de vivre leur homosexualité, se sont empêchés de fréquenter un bar homosexuel ou un club lesbien parce qu'ils ou elles avaient trop peur de se faire arrêter ou de se faire condamner. Quand bien même ils n'ont jamais été condamnés, quand bien même ils n'ont jamais été arrêtés, la répression de l'homosexualité a forgé, a structuré leur vie. Ou comment réparer le fait que ces individus, qui peut-être sont allés dans un bar lesbien ou dans un club homosexuel, étaient tout le temps sur le qui-vive, persuadés qu'ils risquaient de se faire arrêter et donc de mettre toute leur vie en l'air. Comment réparer le fait que des personnes ont été emmenées au poste de police lors de rafles, ont été retenues pendant plusieurs heures, parfois insultées, sans être condamnées. Comment mettre en place alors cette réparation et comment faire en sorte que cette réparation ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent. Si la réparation concerne aussi le présent, c'est parce que la répression de l'homosexualité, comme toute violence systémique, comme toute violence qui est liée à un rapport de domination, l'homophobie, les LGBT-phobies, appartient justement à un ensemble beaucoup plus vaste. Et ces dominations, l'homophobie, les LGBT-phobies, n'ont pas disparu aujourd'hui. Et quand bien même il y a eu une répression, quand bien même il n'y a plus de répression pénale de l'homosexualité, quand bien même il n'y a plus de répression policière de l'homosexualité, ces LGBT-phobies existent encore aujourd'hui, hélas, on le sait bien, et ces LGBT-phobies, si elles existent encore aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles ont été en partie soutenues pendant des décennies par cette répression pénale de l'homosexualité. Donc comment faire en sorte que cette réparation de la répression de l'homosexualité permette aussi de lutter dans le présent contre ce qui subsiste de la domination passée. Si j'insiste sur ce point, c'est justement parce que d'autres pays qui ont mis en place des politiques de réparation ont choisi des formes qui peut-être me semblent plus intéressantes que les modalités françaises. Par exemple, l'Allemagne, quand elle a adopté sa loi de réparation en 2017, a prévu à la fois des modalités de réparation dites individuelles, c'est-à-dire de l'argent pour les personnes condamnées, et même pour les personnes qui ont été détenues sans être condamnées, mais aussi des réparations dites collectives par l'attribution de l'argent à une fondation, le Magnus Hirschfeld Stiftung, argent qui sert à financer des recherches sur l'histoire de l'homosexualité, qui sert à financer des programmes culturels, des expositions, des conférences, pour transmettre cette histoire, et qui sert aussi à financer la lutte contre les LGBT-phobies dans le présent. Et dans ce cas-là, avec cet exemple allemand, on voit que les modalités de réparation collective visent à la fois les personnes qui ont été directement touchées, mais aussi ceux qui restent de la domination et de la violence dans le présent. Le Canada a lui aussi pris des modalités de réparation collective similaires. D'ailleurs, ce qu'a fait le Canada est extrêmement intéressant parce que le Canada a calculé une somme d'argent sur la base du nombre de personnes qui ont été victimes de la répression de l'homosexualité. Et comme elle ne pouvait pas verser cet argent aux personnes, parce qu'un certain nombre d'entre elles étaient mortes, elle a décidé de faire que cet argent qu'elle aurait dû théoriquement verser ne reste pas dans les caisses de l'État canadien, mais soit versé justement à un fonds
le fonds qui s'appelle La Purge, du nom d'une grande purge qui a été menée dans les années 1980. Et puisqu'il n'était pas possible d'indemniser les personnes directement touchées, cet argent va à la communauté, les personnes LGBTQI+, de manière plus générale. Cette question, je voudrais y insister, cette question de la réparation de violences structurelles ne concerne pas seulement l'histoire LGBTQI+. Par exemple, il y a un domaine aujourd'hui où ces débats sur les politiques de réparation sont extrêmement vifs, c'est la question de l'esclavage. On discute les réparations d'esclavage. On discute en France, aux États-Unis, au Brésil et dans d'autres pays de l'histoire de l'esclavage et de savoir comment réparer l'histoire de l'esclavage. Et on retrouve au fond une question similaire, sans être identique, parce qu'évidemment la violence de l'histoire de l'esclavage n'est pas la violence de l'histoire de la répression de l'homosexualité. On pourrait poser la question à qui s'adresse une réparation de l'esclavage. Est-ce qu'elle s'adresse seulement aux anciens esclaves? Il s'avère que ces anciens esclaves, les victimes de la traite négrière, sont tous morts aujourd'hui. Est-ce que cette réparation s'adresse aux descendants biologiques des esclaves, à savoir leurs arrière petits-enfants, leurs familles biologiques? Ou est-ce que la réparation doit s'adresser à celles et ceux que l'on pourrait nommer les descendants ou les héritiers sociaux des esclaves, à savoir les individus racisés qui continuent à vivre aujourd'hui traversés par un rapport de domination, à savoir le racisme, dont l'esclavage a été partie prenante et que l'esclavage a soutenu. Et c'est comme ça que, comme pour l'homosexualité, on peut penser que la réparation, non pas seulement pour une violence passée, mais aussi pour ce qu'il reste de la violence passée dans le présent. Et d'ailleurs, les débats qu'il y a aujourd'hui sur la réparation de l'homosexualité ont existé pour l'histoire de l'esclavage, parce que vous savez peut-être qu'on a fêté récemment les 25 ans de la loi dite loi Taubira, qui proposait de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité, qui a été votée en 2001. Et la loi Taubira de 2001 prévoyait d'ailleurs des indemnités financières, mais qui ont été enlevées de la proposition de loi, qui est devenue une proposition de loi seulement symbolique. Peut-être pour finir, un dernier point, puisqu'on parle sur la question des archives, la question de la réparation passe aussi par la question de l'accès aux archives. Alors j'ai mis, c'est un peu prétentieux, mais j'ai mis un article que j'ai publié dans le journal Libération, de qualité affreuse, au mois de décembre 2025, puisqu'il s'avère que en novembre 2025, j'ai déposé un recours avec un avocat devant le tribunal administratif de Paris, dans lequel j'attaque le ministère de la Culture devant le tribunal administratif en raison d'un refus de me laisser accéder à des archives de police. Il s'avère que j'ai identifié plusieurs dizaines de dossiers de police récents qui datent des années 1950 et 1960, de cas de répression de l'homosexualité, de surveillance, de fichage et de répression de l'homosexualité dans plusieurs dizaines de dossiers dans un grand nombre de villes de France. Et qu'il s'avère que ces dossiers datent des années 1950 et 1960, donc ils ne sont pas librement communicables en vertu du Code des patrimoines, des dispositions du Code du patrimoine qui régit l'accès aux archives publiques. Et donc pour accéder à ces archives, il faut faire ce qu'on demande une demande de dérogation qui est instruite par les services d'archives. Les archives départementales de l'Aude, je pense, en reçoivent des dizaines chaque semaine, où on justifie de sa qualité de chercheur, qu'on soit professionnel ou amateur, et on explique quelle est sa recherche, et on demande de pouvoir accéder à ces archives qui ne sont pas librement communicables. Il s'avère qu'en mai 2023, quand je débutais l'écriture de mon livre, j'ai voulu consulter ces archives, que plus d'un an après, alors que mon livre était déjà paru, et que je n'avais jamais eu de réponse du service des archives, le ministère de la Culture m'a répondu qu'il avait, le ministère de la Culture, où il y a un service qui s'appelle le service interministériel des archives de France, qui coordonne cette question des demandes de dérogation, m'a répondu qu'il avait demandé au ministère de l'Intérieur, donc le service qui a versé ces archives, et que le ministère de l'Intérieur n'avait jamais répondu à ma demande de communication. Puisque la règle dans n'importe quel service d'archives publiques, c'est que pour pouvoir demander à ce qu'un chercheur ou n'importe qui puisse accéder aux archives, il faut demander au service versant, et donc en l'occurrence c'est des archives de police, donc il faut demander au ministère de l'Intérieur l'autorisation. Le ministère de l'Intérieur n'a jamais répondu, et donc
en appliquant tout simplement la loi, le service d'archives, en l'occurrence l'Archive nationale, ne pouvait pas me donner accès aux archives. J'ai saisi une commission, la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui est notamment compétente pour gérer ce type de problème. La CADA a examiné ma demande et a estimé qu'en vertu de ma qualité d'être chercheur, d'avoir publié des livres, blablabla, et en vertu de l'objet de ma recherche, elle donnait un avis très favorable à ma demande. L'avis de la CADA a été transmis au ministère de l'Intérieur, qui n'y a jamais répondu. En tout cas, en novembre, qui n'y avait jamais répondu. Et donc, le seul recours qui me restait possible, c'était de déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris pour demander à un juge de forcer le ministère de la Culture à me donner accès à ces archives. Recours qui nécessite l'intervention d'un avocat, qu'il faut payer, et tout le monde n'a pas les moyens de déposer un recours devant un tribunal administratif. Un recours devant le tribunal administratif, c'est au minimum 1 an et demi d'instruction. Tout le monde n'a pas les moyens d'attendre 1 an et demi. Un étudiant en master, par exemple, un étudiant en doctorat, un doctorant, une doctorante, ne peut pas attendre 1 an et demi pour faire ses recherches. Donc c'est un vrai problème de comment peut-on accéder aux archives. Et c'est pour ça que j'avais aussi justement fait Libération m'avait proposé de faire ce texte pour expliquer ce problème, cette question de l'accès aux archives publiques, qui n'est pas seulement d'ailleurs un problème qui concerne seulement l'histoire de l'homosexualité, et aujourd'hui un certain nombre de problèmes, de discussions politiques sur l'accès aux archives publiques, sur l'accès aux archives récentes. C'est notamment le cas de l'accès aux archives coloniales, les archives de la guerre d'Algérie par exemple, ou les archives de la guerre du Cameroun, auxquelles il est très difficile d'accès. C'est aussi un autre cas qui a été très médiatisé, la question de l'accès aux archives liées au génocide des Tutsis au Rwanda dans les années 1990. Donc voilà, accéder aux archives, c'est un droit et c'est aussi un sujet politique. En l'occurrence, c'était la question que je posais dans ce texte, il n'y a pas de réparation possible sans accès aux archives. Il s'avère que mon recours a en partie, ou en tout cas peut-être la publicité donnée à ce recours, parce qu'après avoir publié, après avoir déposé ce recours et après avoir publié ce texte, j'ai obtenu une autorisation partielle d'accéder à certains dossiers d'archives, mais pas à tous. Avant de m'arrêter, cette question peut-être que je posais dans le livre, comment peut-on réparer et que répare-t-on si l'on ment? Il est de notre responsabilité contemporaine de déterminer le rapport que nous voulons établir avec ce passé et de savoir si nous voulons répéter l'injustice en farce ou si nous voulons les rendre véritablement justice. Merci de votre attention.